Priorité au direct. Nous venons tout juste d'apprendre que le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d'énergie en France. Les citoyens, les entreprises et les collectivités sont déjà en train de s'activer afin de réduire leur consommation d'énergie. Mais une question subsiste, par où commencer et à qui s'adresser pour bien faire? Alter Alsace Énergie propose de vous accompagner et de vous fournir des outils adaptés pour suivre et optimiser la consommation d'énergie dans votre collectivité. Les optimisations en chaufferie permettent de garantir le confort des occupants, tout en faisant de fortes économies d'énergie. Nos actions de sensibilisation permettent l'implication des occupants, des services techniques et de l'équipe municipale dans un projet global. Un outil et une méthode de suivi de consommation performant vous est proposé. Nous accompagnons sur le terrain les acteurs du territoire. Des diagnostics énergétiques sont réalisés avec nos conseillers en énergie partagée. Notre priorité, mettre en place des actions pour que le patrimoine public consomme moins d'énergie et qu'il en produise plus afin d'être à énergie positive. Grâce à notre accompagnement et aux aides financières disponibles, vous pourrez planifier des projets rentables et cohérents pour votre territoire. Éclairage public, bâtiments, réseaux de chaleur, biomasse, photovoltaïque ou méthanisation. Alter Alsace Énergie vous accompagne dans vos projets de réduction et de production d'énergie. Objectif 100% énergie renouvelable. Des territoires l'ont déjà fait. Et vous, vous en êtes où? Bénéficiez d'un accompagnement à la maîtrise de l'énergie dans votre collectivité en nous contactant. Voilà, comme à l'habitude, la petite vidéo de présentation de ce qui est possible de faire en termes de réduction des consommations dans les bâtiments publics et l'accompagnement d'Alter Alsace Énergie. Et on va tout de suite commencer ce webinaire avec un petit PowerPoint qui permettra de lancer un petit peu les discussions et n'hésitez pas au fur et à mesure à m'interrompre pour poser vos questions en rapport avec votre projet actuel. Le PowerPoint, donc sur l'efficacité énergétique des bâtiments publics dont on va parler aujourd'hui. Donc, il faut savoir que Alter Alsace Énergie, qui présente ce PowerPoint aujourd'hui, est une association à but non lucratif qui existe pour accompagner les citoyens et les collectivités dans la réduction de leur consommation dans la vie de tous les jours. Donc, dans les bâtiments publics, on parle de réduction des consommations par la sensibilisation, l'accompagnement, l'efficacité énergétique qu'on va voir aujourd'hui, les énergies renouvelables, d'autres thèmes qu'on a traités dans les webinaires précédents. Donc, il y a 3 conseillers en énergie partagée, 2 conseillers info énergie à destination des citoyens sur le territoire de Saint-Louis Agglomération, l'Eurométropole de Strasbourg et la commune de la Weid-Kaysersberg. Les conseils en énergie partagée pour les collectivités, on est disponible pour toutes les collectivités en Alsace. Et donc, il y aura mes collègues qui interviendront aussi tout à l'heure. Donc, vous avez Julien Afonso et Richard Lemoine et Audrey Petit qui traitent tous les jours le thème de la transition énergétique et l'efficacité énergétique. Alter Alsace Énergie, ça fait 40 ans que l'association existe. Elle a été créée donc en 1980 autour d'un projet qui était l'Alsace 100% énergie renouvelable, avec la détection de potentiel d'énergie renouvelable en géothermie profonde, en bois, en solaire, photovoltaïque, solaire thermique, et aussi en termes de réduction des consommations, donc par la sobriété et l'efficacité. Et aujourd'hui, donc, on a un club des ambassadeurs de la transition énergétique en Alsace, composé d'élus, de citoyens, d'associations et de collectifs en tout genre qui se montent aujourd'hui pour ce sujet. On est une équipe de 14 salariés, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Aujourd'hui, on va parler d'un des 3 grands thèmes du scénario négawatt, qui vise, en fait, ce scénario négawatt à amener la France 100% énergie renouvelable d'ici 2050. Ce même scénario a été décliné au niveau Alsace et au niveau Grand Est.
On sait exactement aujourd'hui, en termes de chiffres, hein, macro, macro pas économique, hein, mais macro technique, en chiffres macro, on connaît la consommation actuelle aujourd'hui et on sait exactement quelle consommation il faudrait atteindre en 2050 pour que cette consommation émette des gaz à effet de serre soutenables pour la planète. Pour la planète. Donc, en termes de sobriété énergétique, on l'a vu la semaine dernière, tout ce qui était possible de faire dans un bâtiment public pour réduire sa consommation sans investissement. On a vu il y a 2 semaines comment c'était possible de détecter un potentiel d'énergie renouvelable directement sur le territoire et de voir justement s'il correspondait bien à un potentiel équivalent à une consommation en 2050. Et aujourd'hui, on va voir le milieu, c'était un petit peu dans le désordre. Aujourd'hui, on va voir au milieu comment réduire les consommations d'un bâtiment public avec investissement. Et principalement autour de l'isolation, de la ventilation et un petit peu du système de chauffage, parce qu'on l'a déjà beaucoup traité lors de la partie énergie renouvelable, tout ce qui était réseau de chaleur, bois, etc. Le déroulé, donc, on verra un peu les contextes actuels, les opportunités de rénovation, les étapes d'une rénovation en présentant un cas pratique d'une étude qu'on a réalisée sur un ou deux bâtiments piqués au hasard dans les études qu'on a faites. Sachant qu'Alterasa, ce n'est pas un bureau d'études. Alterasa, on est une association qui accompagne les collectivités. Donc, c'est des études d'aide à la décision présentant, vous le verrez, des choix d'investissement, d'économie d'énergie, d'aide financière à travers ce cas pratique. Et après, on finira sur une note un peu plus ludique, c'est-à-dire les idées reçues de la transition, enfin, les idées reçues de l'efficacité énergétique surtout, dans les bâtiments publics et aussi dans les bâtiments privés, puisque c'est à peu près les mêmes idées reçues qu'on a aujourd'hui. Le contexte, donc on connaît tous, l'augmentation du coût de l'énergie, la réduction des ressources énergétiques, du pétrole, du gaz, du uranium, etc., etc. Le budget des collectivités, les aspects environnementaux, tout ça, c'est des choses dont on a conscience aujourd'hui. Mais la grande question, et qui a été posée également dans la vidéo, c'est comment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut isoler des bâtiments, on sait qu'il faut réduire les consommations, on sait qu'il faut produire des énergies renouvelables, mais il reste encore plein de questions autour de ça. C'est comment financièrement, comment techniquement, avec qui. Et donc, autant ce graphique-là nous informe sur des chiffres à respecter d'ici 2050, autant il ne nous apprend pas grand-chose sur mon territoire, comment il est et ce que je peux faire pour, pour atteindre mes objectifs finalement. Et c'est là tout le travail d'Alter Alsace Énergie, c'est de prendre un petit travail de fourmi, de prendre chaque bâtiment dans les collectivités, de faire une étude sobriété, efficacité, énergie renouvelable dessus, pour amener ce bâtiment à énergie positive et faire ça après avec une multitude de bâtiments, sachant que la méthode est la même dans tous les cas. On apprend aux collectivités, on montre aux collectivités une certaine méthode qu'elles peuvent après reproduire. Donc l'efficacité énergétique va jouer sur cette courbe rouge, hein, c'est-à-dire qu'on a une consommation actuelle là en 2016 pour les chiffres les plus récents, et on doit descendre ici cette consommation pour la diviser par deux, en sachant que sur un bâtiment public, on arrive largement à diviser sa consommation par deux, si c'est par 4, quand on fait une rénovation énergétique. Et de l'autre côté, comme on l'a vu la semaine dernière, vous aurez le webinaire en replay, comment augmenter ici cette part d'énergie renouvelable. Le contexte énergétique, donc le contexte actuel, donc on a des obligations, on a des personnes qui vont nous pousser, qui vont nous aider à faire ces rénovations. Donc déjà en termes d'obligations, vous avez quelque chose qui est sorti qui s'appelle le décret tertiaire, le décret éco-énergie tertiaire, qui oblige les collectivités qui ont des bâtiments de plus de 1000 m² à rénover, ou en tout cas à réduire les consommations de ces bâtiments de différentes façons. Donc, pour faire ça, il faut déjà connaître la consommation de ces bâtiments actuellement. Ça, c'est le webinaire qu'on a vu il y a 2 semaines. Quelle est ma consommation actuelle? Comment je la détecte? Comment je lis une facture? Comment je vérifie cette facture? Et comment je fais en fait un plan de consommation de ma commune, bâtiment par bâtiment. Donc ça, il faut déjà le savoir. Pour qu'est-ce que ma commune consomme actuellement? Il faut déjà le savoir pour se fixer un objectif de réduction des consommations d'ici 10, 20 et 30 ans. Et c'est ça qu'oblige à faire le décret tertiaire. Connaître sa consommation et réduire sa consommation vis-à-vis des objectifs qui seront fixés dans 10, 20 ou 30 ans. Vous avez une deuxième chose qui vous aide, c'est l'étiquette énergétique. Donc, ça veut dire vous prenez les consommations de votre bâtiment divisé par le nombre de mètres carrés. Comme ça, vous pouvez après comparer les bâtiments entre eux et savoir quel est le bâtiment qui consomme le plus, quel est le bâtiment qui consomme le moins, lequel est prioritaire en termes de rénovation, pour comme ça un petit peu construire son paysage de la consommation énergétique du patrimoine public sur les bâtiments. On peut prendre l'éclairage public aussi, après on peut le faire sur l'agriculture, on peut le faire sur les bâtiments privés, etc. Et là, on va parler uniquement du contexte de la collectivité.
Il faut savoir aussi que cette étiquette énergétique va changer, puisque des coefficients théoriques qui vont changer, comme celui du bois qui favorisait les bâtiments chauffés au bois, l'électricité aussi, où le coefficient va baisser. Donc, on va, dans les prochaines étiquettes énergétiques, faire des économies d'énergie sur des bâtiments qui sont chauffés électriques sans avoir rien fait dans le bâtiment, juste parce que les coefficients de calcul changent. Ça, on en parlera aussi après dans les idées reçues, des réductions des consommations assez facilement faisables en ne faisant rien, finalement, en attendant juste que les coefficients réglementaires changent. C'est pas forcément une bonne solution. On a aussi les aides financières qui sont très abondantes en ce moment. Quand on parle de DSIL, de DETR, de plan de relance, on ne comprend pas du tout ce que ça veut dire, mais en tout cas, on a des liens précis à vous transmettre sur les sites internet. Et puis, on a aussi des conseillers qui accompagnent les collectivités dans le montage de dossiers techniques sur ce genre de projet. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez en ce moment en cours des rénovations ou justement si vous ne savez pas sur quelle rénovation commencer. Les 3 premiers aspects-là pourront vous aider. On pourra vous montrer un petit peu. Le respect des objectifs des plans climat, parce que quelle que soit la collectivité dont vous faites partie, vous avez un plan climat réglementaire ou un plan climat volontaire peut-être, qui montre un peu les objectifs. Encore une fois, c'est des objectifs macro qui vont dire il faut 10 000 rénovations par an, il faut 5 000 bâtiments publics rénovés par an, etc. Mais on ne saura toujours pas qu'est-ce qu'il faut mettre dessus, est-ce qu'il faut l'isoler comme ci, l'isoler comme ça, et c'est ce qu'on verra un petit peu tout à l'heure avec 2 exemples de bâtiments. J'ai déjà donné des réponses pour tout à l'heure. Donc, les opportunités, on a parlé de ravalement de façade, de rénovation du réseau d'eau, par exemple, ou autre réseau à l'intérieur du bâtiment. Vous avez des problématiques d'accessibilité, il faut mettre aux normes un bâtiment. Souvent, on va casser des choses, donc quand on va les reconstruire aux normes d'isolation. Les enfumages, c'est pareil, ça fait beaucoup d'installations dans la toiture, dans les murs. Donc, pensez à tout ce qui va être rénovation énergétique en même temps que travaux de désenfumage. Mise aux normes électriques. Les gestions sanitaires actuellement comme la ventilation, les sensations d'inconfort des occupants. Des fois, la réponse, ça peut être une isolation. Un réaménagement intérieur ou extérieur. Si on voit l'exemple de la photo, on refait la cour d'école, on refait l'extérieur, ou si on change comment ça s'appelle, l'utilisation du bâtiment. On part sur une école, c'est une mairie, c'est une salle des fêtes, ça devient autre chose. Voilà. Le changement de destination, là, le mot que je cherchais, il suffit de cliquer. Des surchauffes d'été, un inconfort d'été, ça peut aussi engendrer une rénovation thermique pour l'été et pour l'hiver. Avec le changement des fenêtres, on peut faire d'autres travaux. Souvent, le changement des fenêtres, ce n'est pas tout seul. Il y a d'autres travaux qui sont avec, soit ventilation, soit les murs. C'est ce qu'on verra tout à l'heure aussi. L'installation d'un nouveau système de chauffage, parce qu'un nouveau système de chauffage, on va le dimensionner après isolation. Donc, quand on installe un nouveau système de chauffage, on va le dimensionner comme si le bâtiment était isolé. Donc, il faut l'isoler assez rapidement pour que le chauffage soit bien dimensionné tout de suite. La création d'un nouveau projet, si on a une mairie avec un espace vide, qu'on veut faire dedans un coworking, une crèche, une micro-crèche, on veut créer un espace médical dans un bâtiment vacant, une salle d'association, etc. Donc, toute création de nouveaux projets, de nouvelles destinations et finalement de nouveaux projets pour créer de nouveaux services à la population dans un bâtiment rénové sera toujours plus apprécié que si c'est le vieux bâtiment et qu'on fait juste 3 coups de peinture et un guichet d'accueil et c'est fini. L'extension du domaine public avec, comme je disais, de nouveaux services publics. Par exemple, le service public de la rénovation énergétique, si vous hébergez ce genre de service public dans votre collectivité, c'est intéressant qu'ils soient dans un bâtiment bien isolé. Et autres besoins des citoyens, et en rapport avec la crise sanitaire aussi, avec des bâtiments qui seraient peut-être plus utilisés. D'un point de vue général, dès qu'on touche à l'enveloppe du bâtiment de près ou de loin, ou un de ces systèmes qui consomment de l'énergie, on a le réflexe efficacité. Donc, en gros, finalement, là, on a donné quelques exemples, mais d'un point de vue très général, on peut se dire que on pense à l'efficacité dès qu'il y a une modification faite sur le bâtiment. Et souvent, quand on pense comme ça, on peut cumuler des investissements, cumuler des aides financières. Et finalement, la définition est là de l'opportunité. J'ai envie, j'ai les moyens à ce moment-là, et il y a un moment qui se présente bien pour le faire. Et dans ces moments, comme je disais, on a donné ces exemples. Autre question ensuite, des étapes d'une rénovation énergétique. Donc, on va le faire à l'oral ou dans le chat. Quelles seraient les étapes d'une rénovation énergétique, sachant que vous avez des petits indices à gauche. Les étapes d'une rénovation, ça peut être les suivantes. Donc, faire état des lieux de ces bâtiments dans l'ordre. Donc, ça, j'avais déjà donné les réponses tout à l'heure.
classer les bâtiments dans l'ordre de préférence, donc fixer les priorités, échanger avec les occupants, parce que des fois on peut avoir des bons retours de la part des occupants qui vont nous mettre en garde sur certaines choses en termes de confort, étudier les rénovations, donc est-ce que je commence par les murs, est-ce que je commence par la toiture, le plancher, etc., etc. Prioriser les travaux, construire la stratégie pluriannuelle, parce que souvent vous allez avoir plusieurs bâtiments, plusieurs travaux à réaliser. Donc, est-ce que je fais d'abord toutes les isolations par l'extérieur, ou est-ce que je commence par la mairie, puis après l'école, puis après la salle des fêtes, etc. Donc, construire une politique de rénovation sur plusieurs années pour dire de jour en jour, on va faire ce travail-là, et puis ce travail-là, l'année prochaine, il y a déjà ce travail-là qui est prévu, et comme ça, on peut aussi mettre de côté les investissements, hein. Et puis d'année en année, on fait des économies d'énergie qu'on peut réinjecter dans les investissements pour d'autres bâtiments. Donc, cette stratégie pluriannuelle. Saisir les opportunités, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a construit sa stratégie pluriannuelle, le but, c'est pas de tout faire demain et d'investir tout de suite et de tout faire d'un coup. C'est on va attendre les opportunités, et puis au moment où il y a quelque chose qui se présente, au moins on sait ce qu'on a à faire, on sait comment on va le faire, parce qu'on a étudié les rénovations et qu'on a fait une stratégie. Et saisir l'opportunité, ça veut dire, voilà, j'ai un cahier des charges, et ce cahier des charges, en très pratique, je l'ai, et au moment de l'opportunité, je le lance et je réceptionne les offres à ce moment-là. Rechercher les entreprises grâce à ce cahier des charges, commander la maîtrise d'œuvre, réaliser travaux et continuer après avec un suivi des consommations pour voir si les travaux réalisés sont bien en corrélation avec ce qui était prévu dans les études. Donc, le travail d'Alter Alsace vous aide à arriver jusqu'ici, donc jusqu'à construire la stratégie pluriannuelle, vous fournir des exemples de cahiers des charges adaptés à votre besoin. Et comme ça, après, à partir de la saisie des opportunités, la collectivité peut réaliser tout le travail en interne, hein, ce travail administratif, rechercher les entreprises, rechercher les partenaires, commander la maîtrise d'œuvre, puisque tous les cahiers des charges, toutes les préparations sont prêts avant ce moment-là, avant de saisir les opportunités. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, Julien ou... Non, c'est tout bon. Ça me semble tout bon. Donc, les opportunités, on les a vues. Je les repasse. Pour arriver à un cas concret de deux points de vue différents. Donc, vous avez le point de vue territorial. Imaginons ici une commune, ça peut être une Comcom, ça peut être un pays, ça peut être ce que vous voulez. On a une vision globale où on va avoir les étiquettes énergétiques de chacun des bâtiments. Et quand je vais cliquer sur chacun des bâtiments, je vais avoir la description du bâtiment avec les travaux prioritaires, les investissements prévus, les économies d'énergie, puis les aides financières possibles. Donc, si on veut regarder d'abord d'un point de vue global, je clique sur mon territoire. C'est les rendus qu'on fait aux collectivités en général, hein. Il n'y a rien à inventer là-dedans. C'est des bâtiments qui existent vraiment, mais on a juste caché les noms. Et donc, quand on va rendre cette étude à la collectivité, elle va avoir comme ça différentes informations. Et puis, vous avez aussi des exemples qui sont des exemples réels, hein, qui vous permettent de voir un peu aussi les ordres de grandeur. Si je prends l'exemple au début de cette école maternelle, voici. Donc, je disais, on va avoir ce graphique-là qui va nous permettre d'avoir un ordre de consommation des bâtiments. Et comme dit, ce n'est pas forcément celui qui consomme le plus au début qui va être le plus intéressant à rénover. On le voit par ici avec l'exemple de l'école élémentaire, finalement, qui consomme presque autant que l'école maternelle, mais c'est bien le dernier bâtiment à rénover. Et ça permet aussi de détecter d'autres problèmes. C'est-à-dire que autant la maternelle, c'est un bâtiment qui consomme beaucoup, et très clairement, dans l'étude qu'on détaillera après, on voit que c'est à cause de l'efficacité énergétique. Alors que ce bâtiment ici, qui consomme beaucoup, c'est très clairement pas du tout à cause de l'efficacité énergétique, mais à cause de la sobriété énergétique, puisque le bâtiment en question était très mal réglé, était à fond tout le temps. Et donc, on a pu réduire ici de 30% ses consommations avec 0 € d'investissement. Donc, il arrive après en tout dernier dans préconisation de rénovation. Et donc, on peut voir comme ça, ici, par exemple, donc je disais 5 500 € d'économie sur la rénovation de ce bâtiment-là. Ici, c'est, pardon, ce n'est pas 5 500, c'est de l'autre côté. 3 800 € d'économie sur ce bâtiment-là. Ici, 2 000 € d'économie sur la salle des fêtes. 3 500 d'économie sur le presbytère. 2 500 sur le foyer Saint-Martin. Ici, 1 500 € d'économie sur les préfabriqués.
et 1 500 € d'économie grâce à l'efficacité énergétique sur l'école élémentaire. Donc après, effectivement, là, on a les économies, mais quels sont les investissements? Donc on descend et classé dans le même ordre, vous avez les investissements à mettre en place. Et ici, sur l'école maternelle, il y a 60 000 € d'investissement sur le scénario de rénovation maximum, aide comprise. Et on a un autre scénario qui arrive tout d'un coup aussi, c'est l'investissement maximum immédiatement, parce que en grand test avec Climaction, vous avez plus d'aide financière quand vous arrivez à une performance globale élevée du bâtiment, plutôt que de faire le bâtiment pas à pas, la toiture aujourd'hui, les murs demain, etc., etc. Si vous faites tout d'un coup, vous avez une aide supplémentaire. Donc, en scénario d'investissement, vous avez des fois une aide supplémentaire qui n'est pas négligeable, donc à prendre en compte dans les calculs. Et on voit ici à la fin voilà, les investissements qui sont classés dans l'ordre, et même un investissement élevé, comme on le voit là au milieu, de 110 000 € est quand même dans le top 3 des bâtiments à rénover tout de suite. Donc encore une fois, ce n'est pas parce qu'on c'est pas parce qu'on a froid que le bâtiment consomme beaucoup que c'est le premier à rénover, et c'est pas parce que l'investissement est super élevé qu'il ne va pas être intéressant à rénover. Donc la mise au regard de ces deux informations est intéressante, et puis ça vous met aussi un ordre de grandeur des coûts énergétiques uniquement, hein, parce que là, il n'y a pas les coûts de tout ce qui va être décoration, etc., des coûts de rénovation énergétique pour le bâtiment. Donc après, on peut tracer comme ça une flèche, hein, une frise de rénovation. Et donc, on trace d'un côté les travaux pas à pas. Donc, je commence par ces travaux-là pour arriver en 2043 à la fin des rénovations de mon patrimoine public. Ou alors, je classe les bâtiments par rénovation globale. Il faut commencer donc dans cette commune en question par la maternelle, la salle des fêtes, le presbytère, etc., etc. On prendra comme exemple tout à l'heure la maternelle, parce que c'est un cas d'école, justement. C'est un bâtiment qu'on rencontre assez souvent dans les collectivités, donc on l'a pris comme exemple. Et après, vous pouvez tracer aussi une courbe comme ceci, parce qu'il y a une problématique dans les collectivités que vous connaissez, c'est-à-dire que le budget n'est pas extensible. Donc, l'objectif qu'on va avoir, c'est de pouvoir faire des rénovations, se rémunérer sur ces rénovations pour pouvoir réinvestir après dans des rénovations d'un autre bâtiment. Donc, ce qu'on essaie de faire, nous, dans notre cas, quand on présente ce graphique-là, c'est qu'on présente 3 scénarios. On présente un scénario bleu, qui est le scénario actuel. Je ne fais rien. Je ne rénove pas, et donc on arrive en 2050 à une dépense qui est là autour d'1 400 000 €. Ensuite, vous avez le scénario volontariste, ça veut dire c'est ce que la commune a prévu de faire, parce que quand on va avoir une commune, elle a toujours prévu de faire quelque chose, hein, donc on va chiffrer ce qu'elle a prévu de faire, et on voit que très rapidement, ce graphique ce graphique rouge, pardon, va être au-dessus de la courbe bleue, donc on va avoir un trou, hein, dans les caisses, si on peut expliquer ça grossièrement, un trou dans les caisses de la hauteur, de la différence entre les deux courbes. Vous avez un scénario maximal, donc là qui est un scénario pour arriver aux objectifs du plan climat, aux objectifs du SRADET, aux objectifs de Négawatt. C'est tous les travaux, pas à pas, du plus intéressant au moins intéressant, et on arrive à une rentabilité là qui est assez lointaine, qui fait justement souvent dire la rénovation des BC, c'est pas rentable, etc., etc. Donc parce qu'on a des temps de retour comme ça et des organisations de travaux qui ne sont pas forcément réfléchies. C'est l'état du scénario maximal. Et après, vous avez le scénario maximal immédiatement. Ça veut dire que vous faites tous vos bâtiments d'un coup ou un bâtiment par an, mais en faisant le bâtiment au niveau de rénovation globale. Donc, on investit beaucoup au début, ça c'est sûr. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, vous avez une consommation qui est tellement faible qu'on arrive à la rentabiliser beaucoup plus vite que si finalement on faisait, comme dans le scénario vert, pas à pas. C'est un peu ce que démontre ce graphique, et aussi l'ordre de grandeur des investissements à mettre en place au début. Donc là, par exemple, toute aide comprise pour rénover les bâtiments, sauf l'école élémentaire qui n'était vraiment pas intéressante. Il va dans les 350 000 € de travaux énergétiques avec les aides comprises. Et puis après, les ordres de grandeur, etc. Donc voilà comment peut se présenter une stratégie pluriannuelle de travaux pour aider les élus, dans un premier temps, à décider de ce qu'ils souhaitent. Alors, comment intégrer les coûts off, MOE, bureau d'études, etc. Donc, on peut également les intégrer dans ce type de projet. J'ai des ratios d'études, puisqu'on a suivi quelques-unes, par exemple, sur des assistants de maîtrise d'ouvrage ou des maîtrises d'œuvre qu'on peut intégrer là-dedans. Donc, c'est par ratio. Et architecturalement, quand on a des cas qui sont trop compliqués, on demandera conseil justement à un architecte conseil, des choses comme ça, pour avoir un avis plus précis, ou alors on ne les intègre pas.
On évalue les coûts énergétiques basés sur le coût actuel avec une augmentation de 3% sur les différentes énergies, en sachant que on est à moins de 1% d'augmentation du coût de l'énergie sur le bois et à 100% d'augmentation du coût de l'énergie pour l'électricité pour les 15 dernières années. Mais voilà, comme on prend juste 3% pour chacune des énergies pour avoir un scénario optimiste, mais on sait très bien après quand on va corréler à l'énergie qu'un bâtiment qui est chauffé à l'électricité actuellement, il va être rentable presque 3 ou 4 fois plus vite qu'un bâtiment qui est rénové au bois, qui est chauffé au bois, pardon. Sans départager, hop, je vous poursuis sur l'école primaire que vous voyez normalement aussi, l'école maternelle. Si Julien peut me confirmer que c'est le bon partage. Ouais, c'est tout bon. Donc, ça marche. Et donc sur la maternelle, qui apparaît comme dit un exemple qu'on a fait et qui est aujourd'hui un des bâtiments choisis pour rentrer dans la DSIL, donc la dotation de soutien à l'investissement local, on détaillera un petit peu tout à l'heure, qui bénéficiera d'aide financière de la part de l'État pour être rénové. Donc on avait une consommation de base qui était de 81 000 kWh, donc c'est une consommation sur facture et une consommation par calcul. Donc, c'est deux choses qu'on peut étudier sur le bâtiment en faisant les recherches des factures et puis en faisant un diagnostic thermique. On peut voir les consommations réelles finalement et les consommations estimées du bâtiment. Donc, on voit que les consommations réelles sont plus élevées que ce qui avait été estimé. Donc, dans ce cas-là, c'est sûrement aussi un souci sur tout ce qui va être réglage, régulation, ou ça ne correspond pas aux hypothèses. On va ensuite faire un état des lieux des pertes de chaleur d'un point de vue théorique. Donc, avec un relevé des compositions des murs, un relevé des surfaces. On va pouvoir calculer comme ça les pertes de chaleur théoriques. Et on voit là 41% de pertes de chaleur sur les murs, 13% sur la toiture qui était déjà un peu isolée, 20% sur les pertes par renouvellement d'air, donc souvent qui sont dues à des soucis de main-d'œuvre, des soucis de mise en œuvre des matériaux en place. De VMC ou d'ouverture des fenêtres intempestives avant Covid, etc. Perte de chaleur par les fenêtres, ce qu'on appelle ouvrant, 10%, et pont thermique. Donc là, voilà, clairement, ce qui a été décidé sur cette installation, c'est l'isolation des murs avec la pose d'une VMC et de rendre plus étanche à l'air la toiture et le plancher bas, avec tout petit ajout d'isolation au niveau de la toiture et petit ajout d'isolation au niveau du plancher bas où il y avait déjà un petit peu quelque chose. Et avec ça, à un moment, on arrive au niveau bâtiment basse consommation, ce bâtiment public, quoi. Donc, une isolation par l'extérieur avec ce qu'on appelle une résistance thermique de 5, donc ça veut dire presque entre 15 ou 20 cm d'isolant à l'extérieur. Double vitrage conservé, parce que c'était des bons doubles vitrages, mais par contre, ajout d'étanchéité à l'air à traiter en même temps que l'isolation des murs, parce que clairement, la fenêtre était posée avec de la mousse polyuréthane, qui au bout de 2-3 ans, la mousse polyuréthane est devenue poreuse et donc plus du tout étanche à l'air. Donc, il faut reprendre l'étanchéité à l'air de ces fenêtres. Mais grâce à l'isolation par l'extérieur, ce sera possible de le faire par la même occasion. Donc, en fait, avec un seul travail, avec un seul investissement qui bénéficie d'aide financière, on peut travailler sur 2 postes, les murs et les ouvrants. Et souvent, dans un bâtiment public où on voit que les fenêtres ont été changées dans les années 90, c'est ce qui se passe. En tout cas, nous, c'est ce qu'on conseille et c'est ce qui est à peu près vérifié ensuite, qu'on ne change pas les fenêtres, à moins de gros soucis de fermeture des fenêtres ou elles sont cassées ou j'en sais rien. Mais en tout cas, d'un point de vue énergétique, quand les fenêtres se ferment encore bien avec des bons joints, on peut mettre juste l'isolation par l'extérieur et faire d'une pierre deux coups. Isolation du plancher bas, donc avec une isolation de 8 à 10 cm pour atteindre un R de 2,8. Ici, en raison de la hauteur sous plafond à la cave qui était très faible. Sinon, on peut mettre entre 10 et 15 pour arriver à une résistance thermique de 3 et qui sera aidée ensuite par Climaction, justement. Je prends la question en même temps parce qu'elle concerne justement l'isolation des murs et je pense que oui, qu'on est d'accord. Si, c'est-à-dire que oui, là, ça dépend des cas, hein, ça dépend des cas et puis des envies de la collectivité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des bâtiments qui architecturalement ne posent pas pas vraiment d'intérêt, hein, donc on va partir sur une isolation par l'extérieur, des fois en biosourcé aussi, parce qu'il y a certains types de murs qui ne vont pas accepter le polystyrène, ou pour justement se prémunir des problèmes d'humidité et pour favoriser la perte d'humidité par les murs, on va quand même mettre un isolant extérieur biosourcé. Un cas où on peut mettre un isolant par l'intérieur biosourcé, où on ne pourra pas mettre d'isolation par l'extérieur,
C'est vraiment au cas par cas, c'est-à-dire que là, dans notre exemple, c'est une isolation par l'extérieur en matériaux biosourcés, mais ça arrive d'avoir des bâtiments où on conseille une isolation par l'intérieur. Le choix va être fait sur des aspects pratiques, c'est-à-dire que soit c'est trop beau dehors, donc on ne veut pas cacher, et c'est pas beau à l'intérieur, donc ça a été refait il y a longtemps, donc ça nous arrange de détruire tout à l'intérieur pour tout refaire. Quand on va avoir enfin, alors là, c'est plus pour le privé, parce que dans un bâtiment public à colombage, j'en ai pas en tête, mais dans notre travail dans le cadre du privé, on va des fois dire par l'extérieur, c'est pas possible. On va mettre une isolation 10-15 centimètres à l'intérieur avec un matériau biosourcé et un pare-vapeur. Donc, c'est un conseil qu'on peut tout à fait donner. Donc, certains bâtiments méritent qu'architecturalement, on n'y touche pas, mais on met une biosourcée à l'intérieur, complètement. Donc, les ouvrants, pas forcément besoin de les changer. Donc, quand c'est du simple vitrage, c'est clair qu'ils vont être changés. Quand c'est du double, on y réfléchit à 2 fois. Et souvent, on voit aussi que le triple vitrage n'est pas forcément intéressant. Donc, le triple vitrage, on l'a vu, très intéressant dans des bâtiments à inertie faible. Pour éviter la climatisation, on va mettre un triple vitrage. Comme ça, non seulement ce sera bien isolé pour l'hiver, mais ce sera aussi bien isolé pour l'été. Parce que le facteur solaire du vitrage va être assez faible, ce qui permettra de se passer de climatisation après pour l'été. Mais à part ce cas-là, là, je parle d'expérience, pas forcément théorique, mais d'expérience, le triple vitrage n'était pas souvent intéressant dans les différentes études qu'on a vu passer. Donc après, je parlais du plancher bas. Donc, pareil, le plafond de la cave, soit c'est une dalle béton et puis vous n'avez pas de restriction au niveau du matériel, vous pouvez utiliser du polystyrène, du polyuréthane, etc. Ou alors, vous avez un plancher bas en bois. Et là, tout comme les murs en briques ou en pierre ou en colombage, il faut faire extrêmement attention au matériel qu'on va poser pour 2 raisons. Parce qu'il y a des matériaux qui vont être étanches à l'humidité. Et ces matériaux étanches à l'humidité vont augmenter l'humidité dans dans le bâtiment s'il n'y a pas de ventilation mécanique contrôlée ou de moyens d'évacuer l'humidité. Et surtout que vous avez des isolants qui sont rigides, et des isolants rigides, ça va être plus difficile de les poser dans un plancher qui va déjà être cadré, puisqu'un plancher va être constitué de poutres de distance inégale, donc une poutre de 15 avec un espace de 55, une poutre de 16 avec un espace, etc., pour les vieux bâtiments. Donc, un isolant rigide sera difficile à poser dans des espaces qui existent déjà, alors qu'un isolant souple, il va bien épouser l'espace qui est proposé entre 2 poutres de bois ou entre un plancher et un plancher. Et surtout qu'un isolant souple, on va le recouvrir de ce qu'on appelle un frein vapeur. Et ce frein vapeur va pouvoir réaliser l'étanchéité à l'air de la paroi. Et après, l'isolant va pouvoir isoler de la chaleur. Et vous avez comme ça un complexe isolant, étanchéité plus isolation qui permet d'avoir à la fin une paroi qui est étanche à l'air, étanche à la chaleur, mais perméable à l'humidité. Même remarque pour la toiture. Bon, la toiture, elle est plus souvent en bois qu'en béton. Soit vous avez une dalle béton sur laquelle vous pouvez dérouler un isolant ou poser un isolant. Ça, c'est assez simple. Ou alors, autrement, vous avez une toiture en pente. Vous avez des rampants et à ce moment-là, c'est la même remarque. Puisque des rampants, c'est composé de fermes. Donc, c'est composé d'espaces qu'il va falloir combler avec de l'isolant, principalement l'isolant souple, pour vraiment bien y arriver, et recouvrir à la fin avec un frein vapeur. Comme ça, vous avez, comme je disais tout à l'heure, un complexe isolation plus étanchéité à l'air, après avec une décoration par-dessus pour refermer. Ensuite, une ventilation qui s'accompagne d'un autre travail qui consiste à faire la détection et la suppression des défauts d'étanchéité à l'air et installation d'une VMC, donc une ventilation mécanique contrôlée, soit simple flux, soit double flux. Là, c'était une simple flux hygroréglable qui était préconisée parce que le bâtiment est quand même un bâtiment ancien avec des cloisons qui traversent les planchers. Et donc, quand les cloisons intérieures traversent les planchers, c'est beaucoup plus difficile de rendre le bâtiment complètement étanche à l'air. Et donc, c'est plus difficile de s'assurer après du bon fonctionnement d'une ventilation double flux. Donc, il y a une simple flux là, qui est préconisée, même si tous les corps de métier vont être alertés sur l'intérêt d'avoir une très bonne étanchéité à l'air et perméabilité à l'humidité du bâtiment. C'est quand même une simple flux réglable qui sera. Donc, avec ces différents travaux là, donc 3 800 € d'économies espérées par an, avec une répartition des économies en fonction des postes. Donc, la plus grosse économie sur les murs par l'extérieur. Après la toiture, le plancher bas, pas d'économie sur les ouvrants et une économie ici qui est inscrite dans ventilation, mais qui vient principalement de l'amélioration de l'étanchéité à l'air du bâtiment, puisque le fait de poser une VMC comme ça toute simple ne fait faire aucune économie d'énergie. C'est bien parce que c'est accompagné de travaux d'étanchéité à l'air que la ventilation permet de faire des économies.
l'étiquette énergétique théorique, donc il fait passer le bâtiment au niveau BBC, puisque de 163 kWh par mètre carré par an, il passe à 55 kWh par mètre carré par an. Donc avec les différents travaux-là, il pourrait être considéré comme étant BBC, même s'il n'est pas forcément labellisé. Et surtout BBC, on peut voir BBC de deux points de vue. On peut voir BBC d'un point de vue théorique, donc c'est ce qu'on voit là avec les étiquettes énergétiques. Mais nous, ce qui nous intéresse plus, c'est le BBC d'un point de vue pratique, c'est-à-dire de suivre les consommations mois par mois, après réalisation des travaux, pour voir si justement au niveau du chauffage, et on est bien à 55 kWh par mètre carré par an. Ça nous est arrivé trop souvent de voir ce qu'on appelle un effet rebond, hein, c'est-à-dire que le bâtiment il est super bien isolé, mais il n'a pas du tout les performances prévues parce que derrière, l'utilisation, l'optimisation des systèmes n'est pas du tout en cohérence avec le fait que le bâtiment soit extrêmement performant. Donc ici, un détail, donc là, c'est des chiffres un peu grossiers, arrondissent pas les chiffres exacts pour le bâtiment en question, mais on peut détailler comme ça, année par année, les investissements à mettre en place et avoir les aides financières. Par exemple, ici, si on était sur un scénario volontariste, il y avait 5 300 € d'aide financière. Et après, même si l'investissement augmente, les aides financières augmentent de façon exponentielle, donc elles augmentent plus vite que l'investissement, ce qui fait qu'on peut avoir un taux similaire de financement, même si l'investissement est plus élevé. Et même graphique à la fin, donc en fonction du scénario soit volontariste qui était prévu de faire, soit scénario maximal, mais qui va être rentabilisé de façon plus compliquée, et un maximal tout de suite. Donc, ça veut dire que tous les travaux du scénario maximum, je peux les réaliser tout de suite. Et là, on a moins de 10 ans de temps de retour avec 3% d'augmentation du coût de l'énergie. Ou ici, c'est un peu plus… les chiffres sont un peu biaisés parce que c'est du chauffage au bois, c'est un réseau de chaleur bois, donc avec une énergie qui n'est pas chère. Et donc, ce qui fait que quand on a une énergie pas chère, il y a moins d'intérêt de rénover parce que le kilowattheure que vous allez économiser vous fait économiser moins d'argent. C'est le même kilowattheure qui est économisé, hein, ça, en termes énergétiques et d'émissions de gaz à effet de serre, c'est pareil, mais en termes financiers, qui va être souvent l'argument de poids, c'est plus compliqué quand vous avez déjà un bâtiment qui est relié à un réseau de chaleur. Là, il y a d'autres arguments qui font que les bâtiments vont être rénovés, donc on va pouvoir en relier d'autres qui n'étaient pas prévus à la base, et donc on peut chauffer plus de bâtiments, moins. Enfin voilà, je vous passe toutes les opportunités qui vont avec, mais en tout cas, il y a beaucoup de raisons, plus que des raisons financières qui ont fait que ce bâtiment a été choisi pour être rénové de façon principale. Et encore en plus, c'était le plus intéressant financièrement. Alors, dans les projets réalisés depuis 10 ans, on se rend compte par retour de conso de factures fournies par le client qu'on n'arrive pas à respecter les calculs de base fournis et faits en APS. Est-ce qu'il y a beaucoup de mauvais réglages en horaires, centrales, etc. et d'autres? Et il me semble que chaque commune et propriétaire devrait faire un bilan réel avant réno pour connaître le vrai bon fonctionnement de son bâtiment. Et donc là, effectivement, c'était toutes les questions posées la semaine dernière lors du webinaire sobriété énergétique. Et où je peux vous confirmer ça aujourd'hui, hein. Encore la semaine dernière, j'ai fait la visite d'un bâtiment qui a 10 ans et où le système de ventilation et de chauffage par ventilation a été complètement arrêté. Et c'est un autre système de chauffage qui a été installé parce que personne n'était capable de faire ce réglage précisément. Donc là, c'est un peu le cas extrême parce qu'ils l'ont arrêté et qu'ils passent à autre chose. Mais dans des cas moins extrêmes, vous avez un système de chauffage ou de ventilation qui n'est pas réglé, qui tourne à fond en réglage d'usine. Et ce qui fait que même si le bâtiment est super performant derrière, vous avez quand même les consommations qui vont en face du système. Vous avez cette corrélation-là, mais après, il y a des choses qui sont complètement décorrélées aussi, hein, des systèmes de chauffage qui fonctionnent en été, des pompes de circulation qui fonctionnent tout le temps alors que des aérothermes qui sont éteints. Vous avez plein de choses qui ne sont pas du fait de l'isolation du bâtiment, mais du fait des systèmes. Et c'est pour ça qu'on va dans cet ordre-là aussi, hein, sobriété pour faire le réglage des systèmes, efficacité énergétique pour rénover, énergie renouvelable et re-sobriété à ce moment-là, une fois que le bâtiment est isolé, pour adapter les consommations aux besoins. Maintenant, aujourd'hui, si vous recevez une subvention de la part de Climaction, vous avez un état des réglages obligatoire à fournir pour demander la subvention. Donc, ça veut dire que même si vous demandez une subvention sur l'efficacité énergétique, on vous demande de faire un état des réglages du bâtiment actuel et un état des réglages une fois que le bâtiment est rénové pour voir qu'il y a bien une différence. Et nous, on s'est chargé quelquefois d'aller vérifier dans ces bâtiments en question si il y avait bien les réglages en place. Donc, c'est une vraie question que vous posez là, et j'invite à mettre cette clause-là dans les cahiers des charges, hein, de dire… alors, vous ne pouvez pas conditionner le marché ou le paiement au fait que les personnes y arrivent ou pas, ce n'est pas ça la question, mais
à la fin de la rénovation ne se finit pas finalement. Il y a encore 1 an de suivi des consommations de la part du prestataire. Donc, si vous avez un chauffagiste dans le cas de la rénovation, dans le coût de la rénovation, c'est bien, mais si vous n'en avez pas, c'est sûr que ce n'est pas la personne qui isole les murs ou qui change les fenêtres qui va vous faire votre suivi des consommations. Ça, il faudra prévoir en interne. Alors, quels logiciel les moteurs de calcul utilisez-vous pour les études énergétiques? Donc, ça dépend. Aujourd'hui, principalement, on est plutôt sur un fichier Excel qui va détailler l'ordre des travaux, les investissements, etc. Quand il y a besoin d'aller plus loin, comme je disais au début, donc nous, on n'est pas bureau d'études, et s'il y a besoin après, parce que le bâtiment est un peu spécifique, ça nous arrive, on ne sait pas plus trop en ce moment, mais de faire des études sous Pléiades et Comfy. Et si maintenant on n'arrive non plus pas à répondre à la question avec cette étude-là, et ben, l'étude est renvoyée vers un bureau d'études. Mais comme notre choix, comme notre travail s'oriente plus vers les choix de rénovation et la priorisation des rénovations, souvent il y a une étude énergétique dynamique qui est réalisée lors du passage à l'acte des travaux, surtout lorsque c'est une rénovation globale qui est choisie. Alors, des projets comprenant l'installation de puits canadiens, moi, j'en ai pas. Je ne sais pas si Julien, il en a, il voudrait témoigner, mais moi, j'en ai pas. J'en ai vu une fois. On n'a pas fait la conception, on a fait le suivi des consommations d'un puits canadien qui était couplé à une VMC double flux. Et ce qui fait qu'il pouvait se passer de climatisation durant l'été parce que vous aviez un abaissement de 1 ou 2 degrés durant l'été dans ce bâtiment qui était une maison médicale en ossature bois. Donc, un bâtiment qui monte très vite en température, mais grâce à la double flux, grâce à un bypass et au puits canadien, il pouvait baisser de 2 degrés en été. Donc, si la question c'était juste est-ce qu'on a des projets avec l'installation, moi j'en ai que un en tête. Et si la question c'était de l'intérêt de ce genre de système, comme dit, j'ai vu l'intérêt quand c'était relié à une double flux. Ouais, c'est un peu le même cas que j'ai eu. C'était Ouais. aussi un bâtiment du même genre où il y avait des surchauffes et que du coup c'était intéressant d'équilibrer avec un rafraîchissement par puits canadien. Bon, ça demande de l'entretien et il faut savoir bien le gérer quand même. C'est un peu la particularité. Il faut un sol qui est aussi très stable pour éviter les mouvements quand on a un puits canadien qui est long. Pour éviter les points bas au milieu, pour éviter les moisissures. Enfin, après, c'est faisable, c'est jouable, mais il faut vraiment que tout ça soit bien étudié en amont. En sachant que justement, là, on sort un petit peu du sujet parce qu'on sort de l'efficacité énergétique, parce que le puits canadien est déjà considéré comme étant dans la partie énergie renouvelable, parce que c'est un système. Si on parle que d'efficacité énergétique, on est censé pouvoir avoir un confort d'été acceptable avec l'enveloppe du bâtiment, sans avoir parlé de puits canadien ou de climatisation. Et effectivement, ça a été ajouté dans des cas précis où il y a des besoins d'ouverture au sud, et donc après, il y a une contrainte, et pour y arriver, il faut mettre un puits canadien. Autrement, on peut arriver sans ces systèmes. Je continue, peut-être d'autres questions qui viendront ensuite. Si on passe sur les idées reçues, justement avec une super transition là, avec le puits canadien et idées reçues, donc changer le chauffage est la priorité pour faire des économies d'énergie. Bon, je vais répondre ça dépend. Alors, s'il n'y a pas de personnes qui souhaitent trancher entre oui et non. Ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que quand on va changer un système de chauffage, OK, on a un meilleur rendement sur le nouveau système, mais la valeur sur laquelle on va vraiment travailler, c'est le prix de l'énergie. Donc, quand vous changez, vous avez un bâtiment ancien, votre mairie des années 1900, c'est un bâtiment public architectural, on change juste le chauffage, on va faire des économies d'argent, pas forcément des économies d'énergie. Quand je mets changer le système de chauffage et la priorité pour faire des économies d'énergie, cette phrase-là n'est pas vraiment vraie. Ce qu'il faudrait dire, c'est changer le chauffage et la priorité pour faire des économies d'argent. Là, ça devient vrai. Si maintenant vous avez actuellement du chauffage électrique, vous passez sur un réseau de chaleur bois, vous divisez par 3 votre facture. Ça, c'est vrai. Par contre, le nombre de kilowattheures qui sera consommé par votre bâtiment en électricité sera à peu près égal à votre nombre de kilowattheures consommés si vous passez au bois. Donc, le fait juste de changer comme ça le système de chauffage, vous faites beaucoup d'économies d'argent, mais pas beaucoup d'économies d'énergie. Donc, quand on va faire une rénovation, on ne touche pas
au prix de l'énergie, donc fuel, on reste au fuel par exemple. Par contre, on va diviser par 4 le nombre de kilowattheures consommés. Et donc, diviser par 4 la facture ensuite. Et donc après, c'est si on cumule cette division par 4 de la consommation d'énergie grâce à une rénovation, plus encore après, on va changer le système de chauffage pour appliquer un autre coefficient de la facture énergétique. Là, on va avoir un bâtiment non seulement performant, mais encore en plus un bâtiment qui ne coûte pas cher. Donc, il faut bien faire la distinction entre les deux pour pouvoir après aussi donner des conseils en relation. Il y a d'un côté, on divise le nombre de kilowattheures et de l'autre côté, on divise le nombre en euros. Parce que vous avez aussi, on entend souvent, voilà, je passe du fuel au gaz, je vais faire des économies d'énergie. On ne peut pas l'assurer à chaque fois. Ça, c'est pas forcément. On va faire des économies d'euros. On ne peut même pas forcément l'assurer à chaque fois non plus. Parce que dans un prix du fuel, vous êtes à 9 centimes du kilowattheure, un prix du gaz, vous êtes à 7 centimes, plus des abonnements. Il faut aussi prendre en compte les entretiens. Il y a plein de choses à faire pour dire, OK, je vais faire. Il y a plein de choses à prendre en compte pour dire, OK, je vais faire des économies en énergie et en euros. On voit le cas, par exemple, parce qu'on a eu un cas il n'y a pas très longtemps non plus, 5-6 bâtiments au centre-ville qui sont chauffés au fioul. On passe au bois avec des réseaux de chaleur. Non seulement on enlève des chaudières, on a un prix qui est 2 fois plus faible parce qu'on a un prix du bois qui est 2 fois plus faible, mais aussi tous les entretiens qui sautent, puisqu'il n'y a plus qu'un seul entretien de chaudière à faire. Donc, ça, voilà, c'est prendre tout en compte dans l'étude pour dire, OK, ça fait des économies d'euros et OK, ça fait des économies d'argent. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc, vous avez parfaitement compris. Par rapport à un système de chauffage ancien, on a quand même des économies d'énergie à cause du meilleur rendement des appareils. Donc, c'est sûr, si cette information est validée, que l'ancien appareil a vraiment un rendement qui est extrêmement faible et puis que ça vaut le coup de le changer, alors à ce moment-là, ça vaut le coup de le changer, c'est sûr. Idée reçue numéro 2, pas besoin d'isolation car les murs sont de 50 cm. Est-ce que ceci est vrai ou faux? Faux. Faux. Oui, c'est faux. Oui. On est entre personnes concernées et connaisseuses, donc c'est parfait, parce qu'effectivement, ça c'est quelque chose qu'on peut entendre quand même assez souvent dans les collectivités, ou même parmi les citoyens. Donc 5 cm de quoi, c'est aussi une bonne question. En général, 5 cm, c'est en pierre ou en briques pleines. Et dans tous les cas, donc, nous, ce qu'on montre, c'est cette chose-là. Donc, si vous le savez déjà, je passe assez rapidement. Mais 50 cm, pour avoir 14 cm de ouate de cellulose, il faudrait presque 12 mètres de pierre. Ou si on prend de la brique, il en faudrait presque 5 mètres. Donc, voilà, c'est un graphique qui explique bien que pour avoir une résistance thermique de 5, les résistances thermiques qui sont conseillées aujourd'hui dans le bâtiment basse consommation, dans les murs, dans le bâtiment passif, il faut quand même rajouter de l'isolant. On arrive il y a d'abord celle-ci, d'abord cette question-là sur la partie environnementale, l'énergie qu'il faut pour produire l'isolant est plus importante que l'économie d'énergie réalisée par l'isolant lui-même. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Nous, on a fait un exemple sur un bâtiment qu'on avait. On a essayé de calculer donc justement l'énergie économisée tous les ans grâce à l'isolant. Donc ça, c'est facile, c'est le diagnostic énergétique. Ce qui était un peu moins facile, c'était de trouver l'énergie grise pour chacun des bâtiments. Pour ça, vous avez un site internet qui s'appelle l'INES, qui édite de ce qu'on appelle des FDES, c'est des fiches de description sanitaire, avec dedans les émissions de gaz à effet de serre et les énergies consommées pour chacun des matériaux isolants. Donc, c'est déclaratif, c'est les fabricants qui déclarent. Certains, c'est le gouvernement. Et donc, on a pris des valeurs, on a pris quelques valeurs pour calculer en fait l'énergie économisée dans l'énergie grise avec un isolant traditionnel, donc polystyrène, et puis isolant naturel, laine de bois, ouate de cellulose, laine de chanvre, isolant métissé. Donc, si je dis maintenant l'isolant naturel est plus naturel, c'est vrai, puisque l'énergie grise est quand même divisée par 2 pour 50 mètres cubes, pour l'exemple d'une mairie tout à fait standard, d'un cas d'école, on va dire. Donc, on a quand même 2 fois moins d'énergie grise sur un isolant naturel, là, on va dire d'un point de vue très général, qu'un isolant traditionnel, mais on a après la même économie d'énergie tous les ans. Et donc, on voit que les deux isolants, il leur faut entre 6 mois et 1 an et demi pour avoir un temps de retour énergétique. Ça veut dire qu'il faut attendre entre 6 mois et 1 an et demi pour que les économies d'énergie soient équivalentes à l'énergie qu'il a fallu pour produire l'isolant. Donc, la réponse, ça dépend, est
et c'est juste. Et là, on a aussi un ordre de grandeur, c'est-à-dire que si on considère que cet isolant va rester en place pendant 30 ans, ça vaut peut-être le coup de consommer 1 an et demi d'énergie sur ce bâtiment pour dire, finalement, derrière, il a 29 ans d'économie ensuite. Pareil pour les systèmes de chauffage. Les systèmes de chauffage, il faut aussi une certaine énergie pour le produire. Est-ce qu'il faut faire les économies d'énergie pour rentabiliser l'énergie qu'il a fallu pour produire les systèmes de chauffage? Et c'est là où, juste avec le rendement, c'est un peu moins évident pour le coup. D'où la question de tout à l'heure, est-ce qu'il faut changer le chauffage en priorité pour faire des économies d'énergie? Je vous ai mis aussi en lien, puisque vous recevrez le PowerPoint, un guide des matériaux qui décrit une quinzaine de matériaux qu'on peut trouver sur le marché en termes d'énergie grise, d'énergie qui peut économiser, de coefficient thermique, de coefficient hygrométrique, de façon de pose, etc. Donc, un guide des matériaux qui est assez complet. Est-ce qu'il y a des questions sur cette énergie grise? Si vous avez l'occasion, vous avez Envirobat qui fait 1 fois par an, je crois, une formation ou une information sur le contenu énergétique des matériaux dans la rénovation. Avec là, pour le coup, c'est l'AQC qui intervient et puis un bureau d'études suisse en général qui suivent de très près justement cette énergie grise. Et après, c'est vrai que les phénomènes de parois froides, le fait de l'isoler, on va aussi avoir un aspect psychologique qui va aussi faire en sorte que les gens baissent leur chauffage à l'intérieur du bâtiment. Quand je parle des gens, je parle des citoyens chez eux, mais je parle aussi des personnes qui travaillent toute la journée dans un bureau à la mairie. Si le bâtiment est trop isolé, il ne respire plus. Vrai ou faux? On peut donc passer à la Ça diapositive dépend aussi suivante. peut-être du type de chauffage. Ouais, en tout cas, de la façon dont vous chauffez. La façon, oui, voilà, c'est ça. De la chaleur dans le bâtiment, oui. Donc, effectivement, tout ça cumulé, c'est tout à fait juste. Donc, il ne faut pas confondre étanchéité à l'air et étanchéité à l'humidité, puisque quand on va parler de l'isolant ne respire plus, on va principalement penser air, alors que quand on dit respirer dans un bâtiment, on parle de l'humidité. Donc, il y a un peu un abus de langage à ce niveau-là. Donc, souvent, ce qu'on va dire, c'est qu'un bâtiment trop isolé ne respire plus. On va entendre qu'il ne laisse plus sortir de l'air. Donc, ça, normalement, c'est vrai. Il n'est pas censé laisser passer de l'air. Comme on le voit à droite, par exemple, avec un film, vous avez une étanchéité à l'air parfaite. Par contre, vous avez aussi une perméabilité à l'humidité. Donc, on va laisser passer l'humidité. Donc, ce choix des matériaux, avec les matériaux, ce qu'on appelle perméable à l'humidité, ça veut dire qu'ils ont un SD, la valeur de la perméabilité le plus faible possible, souvent entre 1 et 5, en sachant que des pare-vapeurs ou des polystyrènes, en tout cas des pare-vapeurs qui ont des SD aux alentours de 1 million et du polystyrène qui ont des SD aux alentours de 25-30 pour des fois 50, ça, c'est des matériaux considérés comme étanches à l'humidité, donc qui font que le bâtiment ne laisse plus passer l'humidité et, si je fais un abus de langage, ne respire plus. Comme l'exemple à gauche, par exemple, où, sans faire exprès, je pense que j'ai trouvé la photo qui cumule toutes les erreurs possibles, imaginables en termes d'isolation. Donc, un polystyrène posé sur tasseau avec une lame d'air entre l'isolant et le mur, et encore en plus pas jointé entre les laits de polystyrène pour étanchéité à l'air. Donc, quand vous tapez isolation par l'intérieur sur Internet, c'est la première photo qui tombe sur Google. Donc, on peut comprendre pourquoi on en est là peut-être aujourd'hui. Donc, surtout à ne pas faire ce qu'on a à gauche pour étanchéité à l'humidité. Donc là, ce que vous allez avoir sur cette photo-là, c'est que vous allez avoir un matériau qui est étanche à l'humidité, mais qui n'est pas jointé, avec une lame d'air derrière. Donc là, vous avez condensation à coup sûr dans la lame d'air entre l'isolant et le mur. Donc ça, d'un point de vue pratique, on l'a vu. D'un point de vue théorique, ça a été validé aussi, puisqu'on a fait quelques études avec un logiciel qui s'appelle Woofy. Vous connaissez peut-être, c'est un logiciel gratuit allemand qui permet de rentrer des valeurs de SD, des valeurs de UW, comme ça a été dit au-dessus, que le coefficient U de l'isolant et du mur joue aussi dans le point de rosée. Donc, il faut rentrer toutes ces informations-là pour pouvoir après trouver le point de rosée. Et donc, dès que le point de rosée se trouve à l'extérieur, vous n'avez pas de problème. Et là, on est clairement d'accord que sur la photo à gauche, vous l'avez vu avant que je le dise, l'isolation n'est pas du tout correcte. Donc, attention aux abus de langage quand vous allez expliquer ou si vous recevez une explication, puisqu'il y a des techniciens présents aujourd'hui. Donc, respirer, souvent, on entend étanchéité à l'air, alors qu'un bâtiment va être très étanche à l'air, c'est bien. Un bâtiment qui est très étanche à l'humidité, c'est moins bien. Après, vous avez toujours le principe de la ventilation. Si vous installez une ventilation double flux et que vous avez isolé tout votre bâtiment en polystyrène,
Il y a très peu de chances qu'il y ait de la condensation dans ce bâtiment et il y a très peu de chances que ce bâtiment monte à 70 ou soit très humide à l'intérieur, hein, parce que la VMC double flux va surventiler le bâtiment tout en faisant des récupérations de chaleur de l'air sortant, hein, donc. Après, c'est les choix techniques. C'est vrai un bâtiment qui est en briques, en bâtiment en briques carré, que vous faites tout en polystyrène, qu'il est complètement étanche et que vous avez l'occasion de mettre après une VMC double flux, même si ça pose une question d'un point de vue de l'énergie grise, du point de vue du confort des usagers à l'intérieur et des économies d'énergie que ça va engendrer, il n'y aurait pas grand-chose à dire, quoi. Contrairement à ce que j'ai vu personnellement, et là, c'est le moment engagé, coup de gueule, attention. Donc sur la vallée de Kaysersberg, vous connaissez le patrimoine architectural et avec les isolations à 1 euro, on a vu de la pose agrafée, comme là sur la photo, de la pose agrafée de ces isolants-là à l'intérieur, sur des murs en colombage, sur des murs en pierre. Et donc là, voilà, là c'est effectivement une catastrophe. Donc à la question des idées reçues, est-ce que l'isolation à 1 euro est une arnaque? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. Oui. Si mal posé, évidemment, et si très, 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 très mal conseillé, et bien sûr. Le particulier, il y a un problème avec le particulier qui pense connaître des choses, mais qui n'a pas toute la globalité de la perméabilité, de l'étanchéité. C'est des gros problèmes voilà. On a du mal, nous, en tant qu'archi, des fois, de leur dire, mais non, mais ce que tu fais, les enduits à la chaux, plus personne ne veut en faire, alors qu'il y a plein de Oui. maisons encore en pierre. Mais non, alors l'entreprise, elle arrive, elle dit, non, non, moi, je ne fais plus à la chaux, je vais à un mélange spécial ciment. Non, non, je lui ai dit, si tu mets du ciment là-dessus, tu es parti, pareil, humidité, et tu ne résous rien. Mm. Donc, il y a un problème quand même de compétences, et le particulier, des fois, ne nous croit pas. Mais ça, on est complètement d'accord, hein. Donc, ma collègue Audrey Petit qui est là et moi-même pour la vallée de Kaysersberg et Audrey Petit pour le Saint-Louis Agglomération, on a effectivement les mêmes retours que vous et ça nous arrive des fois d'avoir 2 ou 3 rendez-vous avec le citoyen pour au début y aller doucement et pour aller ensuite plus précisément et plus techniquement. Et c'est qu'au bout, franchement, que de 2 ou 3 rendez-vous qu'on commence à être pris au sérieux. Mais je suis encore énervé à une rencontre avec des professionnels la semaine dernière où maison à colombage, par vapeur, laine de verre, scotch étanchéité à l'air, je ne connais pas, VMC simple flux, etc., etc. Donc, on est entièrement d'accord là-dessus. Et par chance, le même webinaire que vous avez aujourd'hui, on est en train de le concevoir avec Audrey Petit pour le donner aux citoyens. Donc, si vous êtes dans la liste de diffusion d'Alteral Énergie, vous recevrez aussi l'invitation pour les citoyens. Autrement, on est complètement d'accord. Et donc, c'est une arnaque, oui et non. C'est-à-dire que souvent, les citoyens ont peur de devoir payer plus qu'1 euro. Où les élus, ils se disent, bon, c'est une arnaque, c'est 1 euro, puis à la fin, ils m'en demandent 50 000. Donc, de ce côté-là, ce n'est pas une arnaque. C'est-à-dire que vous allez vraiment payer 1 euro. Par contre, vous avez du travail qui est fait pour 1 euro. Dans 90% ou même 99% des cas, l'isolation à 1 euro, c'est du polystyrène posé comme ça, vite fait, collé sur le mur, ou alors de l'isolant simple couche, multicouche, comme on le voit là en bas à droite. Et ces matériaux-là, on le sait très bien, sont étanches à l'humidité. Et encore pire, pour l'isolant multicouche, il n'a pas les capacités thermiques annoncées, ce qui fait qu'encore en plus, même l'isolant multicouche, son point de rosée est quand même derrière le multicouche, ou alors des fois juste devant, ce qui vont engendrer soit des dégradations esthétiques ou structurelles, quoi. Donc pour l'instant, à l'échelle où nous on travaille, donc moi ça fait 15 ans que je travaille à Alteral Énergie, on a vu que des dégradations esthétiques et quelquefois des dégradations structurelles, mais on peut encore attendre 5 ou 6 ans. Et les maisons à colombage ou les maisons en pierre ont commencé à s'effriter avec ce genre de choses. C'est un peu la même erreur que l'amiante à l'époque, même si là, il n'y a pas de danger sur les gens. On est en train de poser des matériaux dans des bâtiments qui ne sont pas compatibles. Donc là, après, il y a un petit exemple pour des prix pour expliquer justement comment c'est possible d'arriver à 1 euro. C'est quand vous avez du matériel qui coûte moins de 11 euros du mètre carré et quand vous avez une main-d'œuvre qui coûte moins de 11 euros du mètre carré. Et comme l'aide financière est à 11 euros du mètre carré, vous pouvez avoir pour l'entreprise un coût, charge comprise, qui est inférieur à 11 euros du mètre carré. Donc, vous gagnez de l'argent grâce aux aides financières. C'est pour ça qu'on propose que vous trouvez des entreprises qui proposent 1 euro. Et vous avez effectivement donc isolation à 1 euro sur les murs, sur la toiture, sur le plancher bas et aussi sur le calorifugage. Donc, le calorifugage, là, j'ai eu le cas dans plusieurs collectivités, peut-être Julien aussi. Déjà, c'est des prix de calorifugage qui sont absolument énormes.
Je ne comprends pas comment c'est possible d'arriver à des prix de calorifugage comme ça. Mais comme l'aide financière qui va à côté est également énorme, comme ça a été le cas pour le plancher bas pendant très longtemps, et ben vous arrivez quand même à 1 euro. Mais quand il n'y avait pas d'isolation à 1 euro, les prix du calorifugage TTC, ce n'était pas du tout ces prix-là. Donc après, nous, pour le calorifugage, ce qu'on conseille, après, ce que j'ai aussi vu, c'est que souvent, le calorifugage, c'est un manchon en polystyrène, un manchon en polyuréthane qui est autour de la gaine de chauffage. Mais si votre gaine de chauffage elle est à plus de 55 degrés à certains moments de l'hiver, ou même des fois 70 ou 80 quand vous avez des réseaux de chaleur, des choses comme ça, le polystyrène ou le polyuréthane, il se sublime à partir de 55 degrés. Ça veut dire que de chaque année, vous perdez quelques particules de polyuréthane qui se transforment en gaz. Et donc, au bout de 3 ans, vous avez une petite coque qui se crée autour du tuyau à la fin de l'isolant. Et donc, ça n'isole plus, quoi. Si vous avez une lame d'air qui est comprise entre l'isolant et le tuyau, vous n'avez plus d'isolation du tuyau. Donc, c'est pertinent dans les 3 prochaines années qui arrivent. Et au bout de 3 ans, vous le refaites. Donc aussi, son choix du matériel pour le calorifugage, tout comme pour les murs, il est important parce que vous avez là un matériel qui va être soumis à des hautes températures. Donc, il faut que derrière, le matériel puisse subir ces hautes températures. Aujourd'hui, pour les températures qui sont très, très élevées, pour les conduits de cheminée, etc., on me propose la laine de roche. Après, pour des températures qui sont en dessous de 100 degrés, pour le système de chauffage, on pourrait mettre de l'isolant métissé, on pourrait mettre de la laine de chanvre, de la laine de bois, que ça marcherait tout aussi bien. Et tout aussi facile à faire en régie ou par un professionnel quand c'est des isolants souples comme ça. Oui, maintenant, pour les bâtiments publics, il y a une obligation de mettre de la laine de roche, mais effectivement, ils mettent des systèmes de laine de roche qui sont de moins bonne qualité que ce qu'on peut mettre en général avec une belle coque qui résiste dans le temps. Là, on a quelque chose qui est en aluminium, qui est souvent mis avec des scotch de mauvaise qualité. On voit même déjà au bout de 2 semaines, ça commence à se décoller, des choses comme ça. Donc si jamais, on peut travailler avec des entreprises d'1 euro pour ce type de projet, mais il faut vraiment faire attention et poser ces conditions. Les communes qu'on a accompagnées là-dedans, j'ai eu 2 communes qui ont fait le choix de ces entreprises-là. Et l'intérêt, c'est qu'en amont, on a pu leur imposer et bien leur dire, bah voilà, nous, on veut ce type de matériel avec ce type de pose et fait de cette façon, et on contrôlera. Et si c'est pas bon, on ne signe pas le papier. Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir une garantie de bonne réalisation. Il y a eu une autre commune qui l'a fait sans vraiment faire trop attention. Et ensuite, on a dû contrôler les travaux. Je les ai quand même fait revenir 5 fois. Donc, ils m'ont détesté, mais quelque part, c'est que, vu le prix qu'ils demandent, ce que disait avant Richard, c'est vu le prix qu'ils demandent, la prestation doit être à la hauteur. Certes, c'est entièrement pris en charge par les certificats d'économie d'énergie, mais c'est de l'argent qui reste entre guillemets public pour moi, puisque c'est effectivement les entreprises qui payent des certificats d'économie d'énergie, mais c'est pour limiter leurs pénalités ou leurs impôts. Donc, quelque part, c'est de l'argent qui ne finit pas dans les caisses publiques. Donc, je préfère que ça soit bien utilisé. Ben, merci pour ce témoignage, Julien. Et donc, il y avait une question... Il y avait une question là sur l'isolant ITE. Alors, l'exemple qu'il y a devant vous, là, c'est 11 € du mètre carré d'aide financière pour les planchers bas. Ce n'est pas pour les isolants des murs. Parce que pour les isolants des murs, vous avez 50 € par mètre carré d'aide dans les cas les plus élevés. Donc, là, on est sur un cas de plancher bas sur mon diaporama pour l'exemple. Mais la démarche reste la même pour les autres types d'isolation. Après, donc, pour éviter le polyuréthane comme isolant, qui est souvent prescrit avec le R assez haut, effectivement, on peut gagner de la place en mettant du polyuréthane, et puis c'est l'argument le plus avancé. Mais c'est vrai qu'un isolant classique, par exemple, quand il faut mettre 10 cm de polyuréthane, vous mettez 12 cm d'isolation. Donc, quand c'est par l'extérieur, il y a peu d'intérêt de gagner de la place sur l'extérieur, ou quand c'est en plancher bas et puis que vous avez l'espace disponible, ou que c'est en toiture et que vous avez l'espace disponible, l'argument ne tient plus. Donc, effectivement, une laine de roche, une laine de verre, 7-8 € du mètre carré. Et puis, en ce moment, il y a un isolant qui est vachement mis en avant aussi, c'est l'isolant métissé, l'isolant du Relais, la marque du Relais, qui récupère les habits, puis les habits qui n'arrivent pas à donner, il les recycle en isolant. Et là, pour 14 cm, c'est à 11 € du mètre carré. Donc, ça reste compétitif par rapport à de la laine de bois ou de la ouate de cellulose qui ont vraiment augmenté.
Voilà pour l'isolation à 1 euro. Donc, ce qu'il faut faire attention dans l'isolation à 1 euro, donc il faut toujours isoler un volume chaud d'un volume froid. C'est-à-dire que isoler les murs de la cave ou de la mairie ou de l'école, ça ne sert absolument à rien, parce que vous isolez la cave de l'extérieur, donc aucune économie d'énergie. Si, comme chez le monsieur là en bas à droite, vous isolez les combles alors que les combles ne sont pas aménagés, que c'est du grenier, ça ne sert aussi absolument à rien parce que vous allez isoler une toiture d'un grenier, donc un volume froid d'un volume froid. Donc il faut bien se dire que l'isolation, c'est entre un volume chaud et un volume froid. C'est la première chose. Connaître les caractéristiques de l'isolante du matériau. Donc le matériau en question, est-ce qu'il a bien un R de temps ou est-ce qu'il a bien un R de… Voilà, est-ce qu'il est vraiment isolant? Est-ce qu'il va être posé de façon étanche à l'air? Connaître les caractéristiques hygrométriques du matériau, donc connaître les SD, la résistance au feu du matériau pour pas que ça soit posé n'importe où, parce que là, une isolation comme ça a été faite en bas à droite, sans scrupule, on pouvait mettre le même isolant autour du collier de cheminée, et ça, c'est non réglementaire. On avait aussi ce type d'isolant ou de polystyrène posé dans les locaux de chaufferie, et ce n'est pas non plus réglementaire d'un point de vue des écarts au feu. Et visiter un chantier déjà réalisé, donc ça dans tous les cas, que ce soit d'isolation à 1 euro ou pas, c'est intéressant d'aller visiter un chantier pour discuter avec le maître d'ouvrage pour savoir comment ça s'est passé, à quoi il faut faire attention, etc. Avoir des retours d'expérience. En tout cas, ce qu'il faut retenir d'un point de vue technique, vous l'avez compris, c'est la compatibilité des matériaux isolants avec le bâtiment. Ça, c'est quand on est déjà à l'étape de la réflexion de la rénovation. Et sinon, si on n'en est pas encore arrivé là, il faut réaliser le diagnostic énergétique, déjà le diagnostic facture de ces bâtiments, donc savoir exactement combien de kilowattheures sont consommés par tel ou tel bâtiment au regard du nombre de mètres carrés. Faire les études énergétiques sur ces bâtiments-là et ne pas les mettre dans un tiroir. Demander un cahier des charges qui accompagne ces études. Donc, ça veut dire que si vous faites maintenant un marché public d'études sur 100 bâtiments dans votre collectivité, par exemple, demandez l'étude et la rédaction d'un cahier des charges pour vous lancer ensuite dans les travaux et pas caler ensuite une table. Donc, diagnostic énergétique de son patrimoine, diagnostic thermique des bâtiments, rédaction d'un cahier des charges, recherche d'une maîtrise d'œuvre, et cette maîtrise d'œuvre après sera capable de vous conseiller en disant là plutôt par l'extérieur, là plutôt par l'intérieur, là il faut revenir en tableau de fenêtre, donc vous n'avez pas besoin de changer les fenêtres, donc ça fait un investissement aussi plus faible dans la rénovation et en économisant 30 000 euros sur l'investissement de fenêtres, vous pouvez mettre 10 000 euros dans une VMC double flux qui est plus performante ou mettre 10 000 euros dans l'isolation de toiture dans un matériel, on va dire justement bio, peut-être plus cher, un isolant naturel, en toiture vraiment perméable avec un frein vapeur. Voilà un petit peu les arguments quand on arrive à ce moment-là. Et comme dit, si vous avez besoin d'Alter Alsace ou de qui que ce soit, du réseau des conseils d'énergie partagés ou du réseau FAIR, qui sont des réseaux donc neutres et objectifs détachés d'intérêt commercial et de tous les professionnels, n'hésitez pas à nous contacter et puis je vous renverrai vers le conseiller qui est sur votre territoire. S'il n'y a pas de questions techniques, de toute façon, vous pouvez encore les écrire dans le chat, on les prendra au fur et à mesure. Là, j'ai juste listé et vous avez les liens, vous aurez les liens après en cliquant dessus, les liens donc, sur l'annuaire des aides permanentes, donc de Climaction, et autres aides nationales ou régionales. C'est un site internet qui, normalement, est censé recenser toutes les aides de la rénovation énergétique pour tous les publics, donc collectivités, entreprises et citoyens. Donc, c'est vraiment un annuaire. On recherche quelle aide pour quels travaux en fonction de son profil et on a la réponse. Je vous ai mis aussi toutes les fiches de certificats d'économie d'énergie et le calculateur ADEME C2E qui permet aussi d'estimer le nombre de kilowattheures QMAC qu'on va économiser théoriquement sur 20 ans pour ensuite simuler l'aide financière en certificat d'économie d'énergie. Voilà, quand vous avez un accompagnement d'Alter Alsace ou de n'importe quel conseil d'énergie partagée, c'est une chose qui est calculée dans l'accompagnement de façon générale. Les appels à projets de la FNCCR, donc de la Fédération nationale des autorités concédantes des syndicats d'énergie. Et donc, ils font plein d'appels à projets avec plein de noms d'arbres sympas. Il y a Charme, il y a Séquoia, il y a Étrier, il y a Eucalyptus. Ça, c'est plein d'appels à projets auxquels vous pouvez répondre. Ou pareil, un conseil d'énergie partagé ou Alter Alsace peut vous aider à répondre pour recevoir de l'argent, pour faire les études et passer à l'acte. C'est-à-dire que là, on a vraiment une étude qui nous permet non seulement d'avoir un diagnostic de notre patrimoine, mais encore en plus les outils qui permettent de faire les consultations publiques. Il y a le contrat de relance pour la transition énergétique, le CRTE, qui donne des aides financières. Donc, pareil, vous pourrez cliquer sur le lien et voir si ça vous concerne. La dotation de soutien à l'investissement local, qui est assez générale et qui concerne pas mal de collectivités. Et puis, la dotation d'équipement des territoires ruraux, où là, il faut avoir un nombre d'habitants spécifique. Il faut être considéré comme territoire rural pour pouvoir bénéficier de ces aides. Et il y a beaucoup de ces aides qui sont cumulables, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme on le disait au début, vous avez une opportunité d'aide financière dans la rénovation énergétique qui peut
vous faire atteindre 60% du montant total des travaux en aide financière, donc des travaux énergétiques, j'entends, hein, ce qui va être peinture, plancher, architecture, comme ça, la question a été posée tout à l'heure. Ces travaux-là ne rentrent pas dans les aides financières, à moins que les aides soient à un forfait, comme par exemple dans le cas de Climaction. Climaction, vous avez l'aide financière forfaitaire en fonction du nombre de travaux que vous faites. Et donc, dans ce forfait, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, du moment que vous avez fait l'isolation des murs, du moment que vous faites les isolations qui sont préconisées. On peut intégrer dedans les travaux induits. Est-ce que vous avez des questions sur cette financière? Mais sinon, je vous souhaite une bonne journée et puis une bonne continuation à vous, puisque c'était le dernier webinaire de la série des 4 webinaires sur les territoires à énergie positive. Donc maintenant, ils seront disponibles en ligne, les replays et tous les documents. Donc vous recevrez le lien dans les prochains jours. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et plein de beaux projets à vous.